Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui, les créateurs de Sens Exalogie ne sont pas là, mais on a réuni du beau monde. Thibaut est une fois de plus parmi nous, ça fait plaisir de te retrouver. Taillebot. Oui, bonjour, moi aussi je suis très heureux de te revoir. Ah oui, c'était chaud la dernière fois. Bref, donc vous aurez reconnu sa voix suave et sensuelle, l'animateur de Rollis TV, mais aussi membre des Rollistes rouennais. C'est ça, ancien fondateur des Rollistes rouennais, maintenant juste membre du CA. Donc vu qu'on va parler d'assaut, comme ça je pourrais apporter ma petite pierre à l'édifice. Ok, très bien. Avec nous également Arnaud, qui Bonjour. membre de l'association Si Évreux m'était joué. Tout à fait. Et donc avec toi, on va également parler des associations. Jean-Baptiste qui regarde le paysage, qui est perdu dans ses pensées. Est-ce que tu peux parler dans le micro pour qu'on reconnaisse ta voix? En fait, les auditeurs vont... Oui, bonjour. Voilà, tout simplement, merci. Fabien Deneville est avec nous également, donc le créateur de la Bible du meneur de jeu, dont on aura peut-être l'occasion de reparler sur ce podcast bientôt, j'espère. Qui sait? Et donc avec qui on a eu un débat musclé hier. Et puis Thomas, donc alias Graou. Donc Arnaud l'appellera peut-être Graou, donc je préfère préciser. Ouais, c'est normal. C'est un surnom manouche en fait. Thomas. Bonjour, oui. Et voilà. Et aujourd'hui donc on est réunis pour vous parler des associations. Comment ça se monte une association? Quelles sont les démarches administratives à faire? Est-ce qu'il faut prévenir votre grand-mère? Qu'est-ce que tu disais, Arnaud? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi, carrément. Et Donc, aussi voilà. pourquoi est-ce qu'on crée des associations? Parce que accessoirement ça peut être intéressant de le savoir. Alors est-ce qu'on peut déjà répondre à cette question dans un premier temps? Alors moi je peux apporter un truc là. Ouais. En fait, quelque chose. c'est ça. En fait, je peux parler des Rollistes rouennais parce que nous, notre démarche de création d'association, donc ça s'est passé il y a 3 ans. On était alors juste un petit groupe informel, une association de fait qu'on appelle ça, c'est-à-dire aucun statut, rien du tout, total freestyle sur Internet. Et puis on s'est dit ouais, mais c'est dommage de rester comme ça de façon un peu informelle. On veut faire des événements, on veut notamment essayer d'organiser une conve. Donc pour ça, il faut avoir des choses un peu légales, il faut pouvoir récupérer des fonds, des choses comme ça, faire transiter de l'argent facilement, notamment. Et donc du coup, on s'est dit, allez, créons une association. Du coup, l'association Les Rollistes rouennais est née. Et voilà. Donc c'est surtout un motif en fait de fond, si j'ose dire, d'un besoin de... C'est un besoin d'officialiser tous les flux qu'il peut y avoir, donc c'est-à-dire fonds, l'eau, tout ce qui est répartition du matériel ou quoi, et justement pour négocier avec des entités type magasin ou cinéma pour récupérer des places, dire hey, on est une association. On a plus de poids quand on est une association. Au moins on est reconnu. Ouais, au moins on est reconnu. Tu dis pas ouais, on est un groupe de potes, on veut organiser un truc. D'accord. Ok. Alors, Arnaud, on ne t'entend pas si tu fais des blagues en dehors des micros. Non, je fais pas de blague, mais effectivement. Parle bien dans le micro. D'accord, voilà. Ouais, voilà. Non, je fais pas de blague, c'est pas du tout le but. Mais le besoin de se regrouper, parce que tu demandais effectivement pourquoi créer des associations. Bon, avec mon collègue juriste qui est ici présent, Jean-Baptiste, doit-on y voir là l'expression d'une sorte de démocratie presque directe? Non, mais bon. Jean-Baptiste, en off, t'es tellement relou avec le droit que... Et là, tu prends pas le micro, tu t'exprimes pas, qu'est-ce qui se passe? Ah non. Mais En fait, je lui passe une patate chaude, quoi. C'est ça qui est fait. Oh non, mais on pourrait parler de ça pendant des heures. La loi de 1901 a été créée justement pour faire de la démocratie au niveau local, etc. Alors, c'est quoi cette loi de 901 Ouais, 901, 1901 Chier, toi. Allez, vas-y. parle-nous-en un peu. Non, la loi de 1901, c'est la loi qui établit le statut juridique qui permet de créer des associations. Et c'est une loi qui a été créée en 1901, c'est pour ça qu'on l'appelle Oui, comme qui a ça. été prise en 1901. D'accord, ok. Et on parle aussi de la loi 1905, c'est quoi ça? Effectivement, la loi de 1905 concerne pas trop notre propos. Elle concerne les associations à caractère religieux, dont l'objet social porte sur... Les rôlistes, c'est des satanistes, non? Alors, si on croit tu certaines... savais pas que tu étais sur un blog de radio intégriste? Non, mais Intégriste. juste comme ça, sataniste Wow. en tant que tel n'est pas reconnu comme étant une religion en termes sens juridique du terme. Donc, Effectivement. de toute façon, ça ne s'applique pas à nous. Ah mince alors. Effectivement. Bon. Et ce, malgré les dérives que nous avons tous pu connaître au milieu des années 90, époque sombre de l'histoire du monde holistique. Ouais. À un N'est-ce moment, pas on dit d'ailleurs que les associations ont pris cher.
Alors, est-ce que c'est vrai? Vous avez Alors, vécu le choc? Moi, à l'époque, j'étais encore jeune, hein, j'avais 15 ans, 95, cette fameuse émission que tout le monde a connue, hein, Bas les masques, pour ne citer qu'elle. Effectivement, j'étais pas, moi, dans le milieu associatif, j'étais encore au lycée. Ah, tu me files telle carte Magic et je te donne. Ouais, c'était plus ça. Par contre, c'est vrai que du jour au lendemain, on a vu fleurir les interdictions, ne serait-ce que dans les salles de perm. Hein. Je sais pas si c'était le cas pour vous. Vas-y qu'on profite avec la complicité d'un pion pour faire une petite partie de jeu de rôle machin et paf du jour au lendemain, enfin ça a été sucré, donc j'imagine qu'au niveau associatif il y a dû y avoir un impact non négligeable. Oui. Là-dessus, il y a eu de nombreux clubs dans des lycées qui ont fermé, dans des facultés qui ont fermé, des clubs, des associations qui n'ont pu trouver de salle auprès des personnes publiques qui ont vu les maires ou les personnes dans les conseils municipaux qui ont vu l'émission et qui se sont dit « Ah, c'est dangereux, on va les éviter ». Il y a l'essentiel de ceux qui ont survécu souvent étaient dans des MJC ou faisaient autre chose à côté ou étaient avec du monde qu'ils connaissaient. Après, c'est une généralisation, il y a toujours des cas exceptionnels. Bien sûr. Alors donc rapidement, les associations, comme tu disais Arnaud en préparation de ce podcast, pour les niveaux. Hein. Alors imaginons, moi demain je veux monter une association, ça tombe bien, c'est moi en tant que présentateur de ce podcast, je ne connais rien au milieu associatif, mais rien du tout, j'ai aucune expérience. Moi demain je veux monter une asso, qu'est-ce que je fais pour le faire? Arnaud? Je dirais que c'est bon. On va aborder la question d'un point de vue technique et moins technique. Bon, déjà le premier truc, si tu veux monter une association de jeux de rôle, tu essaies de trouver une bonne bande de potes. C'est ce qu'on disait hier par rapport aux échanges qu'on a pu avoir, notamment sur la convivialité, qui reste quand même un moteur de base assez intéressant dans ce domaine. Ouais. Ensuite, sur la procédure, pour faire une association, effectivement, tout part d'un contrat, hein, comme tu disais, Jean-Baptiste, tout à l'heure. Préparation. Ouais. Voilà, donc il faut au moins 2 personnes, effectivement. Et ensuite, direction la préfecture pour remplir tout un tas de documents sur la déclaration d'association. Fabien? Alors, avant, il y a quand même, à mon avis, pour qu'une asso, ça c'est je dirais la technique pour qu'une asso existe, au sens juridique du terme. Ouais. Et on en reparlera peut-être plus tard sur les statuts, est-ce qu'il faut une assemblée constituante, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une phase préliminaire, effectivement, de se dire avec qui je veux monter l'asso, qu'est-ce qu'on veut y faire, et déjà d'être sûr d'avoir déjà un petit peu un socle de quelques personnes avec qui on s'entend et avec qui on veut y aller faire du jeu de rôle ensemble d'une façon associative. Et c'est ce que disait Arnaud, après une bande de potes. C'est vrai qu'après une bande de potes, c'est un socle, mais il y en a peut-être d'autres. Après, oui, non, mais bien sûr, mais il faut avoir déjà des gens à peu près sûrs autour de toi, pas forcément beaucoup. Et derrière, surtout, il y a à mon avis une démarche préliminaire de commencer à explorer un peu le terrain local, de se dire, ok, on est une association. On aimerait faire une association, d'aller voir éventuellement des services de mairie, des maisons de quartier, des maisons d'association, des MJC, en prospectif, je dirais, et de leur dire, nous, on aimerait faire du jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est un truc super chouette, interactif, etc. Et de dire derrière, et puis si, je vais faire un peu de pub, si les gens ont besoin de matériel pour expliquer ce qu'est le jeu de rôle, la plaquette de la FFJDR est plus ou moins étudiée pour ça, donc sert quand même de base de dialogue à ça. On aura l'occasion de reparler de la FFJDR, je vais t'interroger là-dessus. Voilà. Après, un peu en prospective, d'aller voir les gens qui ont ces lieux ou les gens qui peuvent allouer ces lieux et de commencer à présenter le projet, à dire est-ce que vous auriez une salle pour nous? Parce que si on constitue l'asso, mais qu'au final on n'a pas de salle pour jouer, on sera revenu au point de départ. Donc, je pense qu'avant l'étape des statuts et de la préfecture, qui effectivement est nécessaire si on veut passer par une asso loi 1901, il faut, à mon avis, avoir cette phase déjà de réunion des gens autour d'un projet et ensuite un peu d'exploration du milieu local pour se dire où est-ce qu'il y aurait des structures qui seraient capables de nous accueillir. Thibaut, tu voulais réagir? Je rebondis là-dessus en fait parce que justement c'est ça qui est intéressant avec les associations aussi, c'est que si on est juste un groupe de potes et qu'on veut faire du jeu puis qu'on se dit juste on va faire une asso, je pense que ça sert à rien, autant rester groupe de potes et pas se faire chier à monter. Comme disait Fabien, si vraiment l'idée de l'association, c'est vraiment la démarche de aller se faire chier avec des papiers administratifs, vous faire bouger entre guillemets. Après pour les trucs de salle,
C'est un réflexe rôliste aussi de vouloir une salle pour jouer. Nous, je sais qu'avec les rôlistes rouennais, on a eu vachement de mal à en avoir une. On a mis 2 ans à en avoir une. D'accord. Mais au final, c'est pas non plus forcé d'avoir ça pour vouloir faire une asso. Mais, Ok, ouais. mais surtout, moi, là, je pense que l'essentiel, c'est parce que en allant voir sur les forums les autres assos ou quoi, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'assos, c'est des groupes de potes, que finalement, ils restent entre eux et finalement, tu te demandes après, mais pourquoi c'est une asso en fait? Et donc, Fabien, il y avait un élément qui t'avait l'air de tenir à cœur, c'était le côté parler à la mairie que c'est le jeu de rôle, c'est intéressant entre guillemets. Pas forcément la mairie. Hein, Enfin, non, je parlais pas. Non, c'est-à-dire comme si tu disais rendre public quelque part le fait que le jeu de rôle, c'est pas quelque chose de. C'est pas une position C'est une bonne défensive. activité, C'est pas une position défensive. C'est une plus activité culturelle en tout cas. Voilà, une position d'explication à mon avis du truc, parce que la plupart du temps, quand on voit un élu, on l'a même vu hier. Moi, j'étais ici quand justement il y a l'adjointe au maire qui est venue sur cette convention pour pour le démarrage. Ouais. Les gens n'ont pas non plus, heureusement, Oui, cet a priori négatif ça sur le jeu de disparaît, rôle qui est quand même derrière nous, heureusement, et maintenant il faut Arnaud, aller de l'avant. non. Ils n'ont plus ça, mais par contre, ils ne savent pas. D'accord. C'est quoi? C'est un jeu vidéo, ils ne savent plus. Ouais, c'est Donc clair, ça, c'est clair. pour ça que la Il y a démarche presque une d'explication, elle est là pour redécouverte, expliquer ce qu'on finalement. peut faire. Il y a une redécouverte finalement de l'activité Arnaud. suite à tous ces déboires qu'on a pu connaître par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est vrai que le travail de fond avec les élus, ne serait-ce que comme tu disais Thibaut, pour avoir les salles, pour avoir des ressources, etc., il est quand même super important, quoi. D'accord. Terminer le rôliste qui rentre pas un peu dans le politique et dans le diplomate. maintenant. Jean-Baptiste. Oui, je voulais revenir sur 2-3 éléments. La question que tu nous as posée, c'était comment on crée une asso. Ouais. Avant, tu nous as dit pourquoi faire une asso. Tout à fait. C'est évident que si on commence à se poser le comment avant de se poser le pourquoi, Ouais. on va droit dans le mur. D'accord. Le pourquoi, ça peut être chercher une salle, ça peut être pour avoir une structure, pour pouvoir faire une convention. Bon, ça, dans un sens, j'aurais tendance à dire que moi, juriste, j'en ai un peu rien à faire. Ça, c'est non mais Ouais. non mais Sinistre, comment tu casses l'ambiance? mais non mais ce que je veux dire c'est que faites votre association pour le motif que vous voulez, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Si vous voulez faire une association, qu'elle soit une association dans les règles de l'art juridique, votre objet, qui est l'objet social que vous allez devoir mettre dans les statuts, va falloir l'avoir défini. D'accord. C'est ce qui va limiter le champ d'action de votre association. Très bien. D'où le fait de se réunir avant pour justement en discuter et le préparer, quoi, à mon avis. Ouais. Mais je dis pas le contraire. Justement. De toute façon, il faut rédiger un contrat, il va falloir se poser des questions quand tu rédiges le contrat. Ouais. Bon, les statuts d'association, en fait, sont un contrat. Moi, ce qui me paraît. Tout ce que je voulais dire sur le comment créer une association, c'est faut faire un contrat, faut le déposer en préfecture. Sinon, ce n'est pas reconnu. Et en préfecture, ça vous coûte d'argent. Jean-Baptiste, je pense que la discussion, elle n'est pas que technique non plus. Enfin, on essaie d'aborder tous les aspects. C'est intéressant d'avoir. Je pense que c'est l'objet du podcast. Notamment sur un point, c'est la demande de subvention dont vous vouliez parler en préparation du podcast. Oui. Là, du coup, je me retourne vers Thomas, donc alias Graou. Ouais. Est-ce que c'est toi qui t'occupes de récupérer les fonds pour ton asso? Pas vraiment, on va dire. C'est que j'ai surtout été l'année dernière un président de l'asso, donc la subvention, forcément, je l'ai vue. J'ai eu également un dossier de subvention de la précédente présidence, qui finalement s'est révélé un peu un cadeau empoisonné, pas de la part de l'ancienne présidence, mais de la part de la mairie. D'accord. Pour quelle raison? Alors pour quelle raison? C'est qu'ils ont gentiment demandé de donner une aide sur un village des sports. Ouais. L'aide s'est finalement transformée en une aide un peu c'est-à-dire que pour nos auditeurs que ce soit bien clair, ils t'ont demandé on te file du pognon, mais tu dois assister à 15 jours, c'est ça? Voilà, c'est qu'en fait, c'est un contrat de servage, quoi, faut le dire clairement. On te file du pognon, mais en échange, tu nous rends service, tu es présent sur une. Souvent, si tu veux, dans les mécanismes de subvention, la collectivité publique va se contenter. La collectivité publique va se contenter à minima de contrôler l'affectation des fonds qui t'ont versés, donc ils vont demander des comptes sur ton bilan annuel de l'asso, ce qui est normal, je veux dire. Au-delà de certains montants, ça peut même aller au-delà. Je veux dire, là, je sais pas, Jean-Baptiste, rafraîchis-moi la mémoire, moi qui. Au-delà de 5 000 euros, peut y avoir effectivement des possibilités de contrôle de chambre régionale des comptes, si je me souviens bien. Mais bon, après, voilà, une asso de jeu de rôle qui commence à brasser plus de 5 000 euros, faut y aller quand même. Les gens en ludothèque et en. Bon, par contre.
bien négocier sa convention de subvention avec une mairie, avec un... Thomas, je te vois opiner du chef. C'est super important, voilà, quoi. Pour pas se faire en papaouter, si tu me permets ce terme. C'est le podcast de la cellule ici, hein. C'est pas France Culture. Hein. Waouh, yes. Donc, le problème reste là, Jean-Baptiste. C'est que si c'est pas très clair sur le papier, la mairie peut essayer de profiter de tirer la couverture de son côté. D'accord. Donc la subvention, c'est une aide extrêmement conséquente pour l'association, mais faut être très méfiant. À mon avis, tout soit bien clair. Bien. À mon avis, là-dessus, une bonne manière entre guillemets de l'endiguer, c'est que l'asso soit proactive. C'est-à-dire que ce soit elle qui, lorsqu'elle demande une subvention ou un local ou quelque chose, dise à la mairie ou à la MJ. C'est pas forcément une mairie, on parle beaucoup de mairie, on peut aussi être via d'autres structures. Mais que l'asso de elle-même dise ok, nous on est une asso, on va avoir besoin d'un local pour jouer toutes les semaines, tous les mois, je sais pas comment. Mais en échange, voilà, nous ce qu'on vous propose, c'est de participer aussi à la vie de votre MJC, mairie, quartier, etc. On va être avant, quoi. Voilà, on va être. Moi, je pense qu'il faut que ce soit l'asso justement pour éviter que la mairie impose des choses, que ce soit l'asso de proposer des choses en disant nous, on va vous faire une fois par an, une fois tous les 2 ans, une convention qui réunit des gens qui font du jeu de rôle dans la région, etc. On va vous faire une petite animation, je sais pas, avec un centre aéré pour la jeunesse, pour machin, pour quelque chose. Voilà, et de proposer des choses pour justement éviter, après derrière, de se faire imposer des choses. Alors justement, ça me paraît une bonne démarche. Enfin, finalement, c'est l'asso devient force de proposition, d'après ce que tu dis. Arnaud. Maintenant, je dirais faire gaffe aussi que l'asso n'ait pas les yeux plus gros que le ventre. Voilà, parce qu'effectivement, on peut être une asso qui vient de se créer, qui va vraiment chercher la subvention, genre pour constituer une ludothèque, par exemple. Et puis, alors, c'est con, je vais parler de contrôle de gestion et de ressources humaines. Je sais, c'est moche, mais c'est comme ça. Mais aborde les bien maîtriser ses ETP au sein de l'association, parce que nous, donc équivalent temps plein. Les ETP. Donc, nous, c'est ce qui nous est arrivé en fait. Quand on a eu effectivement ce village des sports pour lequel on a participé pour le compte de la ville d'Évreux. Les mecs, ils nous demandent d'être là 15 jours pour animer un truc un peu à vocation sociale, tout ça, machin. Nous, on n'avait pas forcément la ressource en interne. Et alors, je pense que effectivement, Fabien, par rapport à ce que tu dis, même une asso quand elle est force de proposition, je pense que faire un bilan sur ses propres forces et faiblesses, c'est vraiment nécessaire. Il faut être capable. Si l'asso va voir la mairie et dit on fera une convention ou on fera un truc, il faut être capable de l'assurer derrière. Forcément, à partir du moment où on le dit ou on l'écrit, comme tu disais, il faut être capable de l'assurer derrière. Donc, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et après, c'est là où tu vois sur l'histoire de Évreux, effectivement, au lieu d'avoir le truc de 15 jours, si je sais pas, alors je sais pas du tout c'est quoi le reste du paysage associatif sur Évreux, donc je ne peux pas dire. Mais c'est de se dire, est-ce qu'à la place on aurait pu dire, parce que là, le problème c'était quoi? C'était la durée. La disponibilité des membres. Voilà. Surtout sur période de vacances. Non, mais c'est sur la durée le problème. C'est qu'une animation de 15 jours à tenir, 15 jours, c'est beaucoup. C'est ça le problème. Alors qu'un festival de jeux, comme il y a beaucoup d'associations de jeux de rôle qui s'impliquent via une mairie ou via une ludothèque officielle, ils ont un festival de jeux dans une ville, et là, l'asso de jeux de rôle est entre guillemets sollicité ou propose d'elle-même de dire nous on va avoir notre petit coin jeu de rôle sur le festival de jeux. Là, si c'est pas 15 jours, si c'est 2 ou 3 jours, voilà quoi. Thomas, par rapport aux subventions, sinon, le quotidien d'un mec qui va chercher des subventions, c'est quoi? Enfin, quotidien associatif, entendons-nous bien. Prends ton bateau de Le pèlerin. quotidien, alors je ne sais pas trop comment le définir. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Où est-ce que tu vas chercher tes subventions? Est-ce que tu vas aller chercher côté privé, côté public? Nous, on cherche, c'est plutôt côté public. D'accord. Parce que côté privé, il n'y a rien. C'est pas très facile non plus. Parce que quand on dit côté privé, il y a déjà une obligation de résultat beaucoup plus forte. D'accord. Ils sont assez exigeants aussi sur ce qu'on a. Et comme on a bien précisé, niveau ressources, on n'est pas tout à fait au top. D'accord, ok. Arnaud? Je dirais, juste sur les subventions privées, effectivement, il y a peut-être le côté subvention en nature, quand effectivement on peut développer un partenariat avec une boîte d'édition qui va filer des jeux à bêta-tester. Mais oui, ça arrive. Après, quand on parle de subvention au sens de trésorerie, des histoires de mécénat, tout ça, moi j'ai pas de retour là-dessus. Peut-être que c'est le cas autour de cette table. Jean-Baptiste? Non. Au niveau privé, généralement, les rôlistes connaissent très bien une forme de subvention qui se passe fréquemment dans les conventions. C'est le magasin du coin qui file des jeux pour faire les lots. Ça, c'est une subvention privée qui est extrêmement courante et qu'on voit tout le temps. Après,
qu'est-ce qu'on entend souvent par subvention dans l'imaginaire les sous-sous normal? C'est les sous. Et ça, essentiellement, on les obtient par la personne publique ou le local. Ça pourrait arriver qu'on obtienne ça. C'est avec la mairie qu'on voit ça. C'est pas avec l'État directement. Ça dépend. Ça dépend quel est votre niveau, quel est l'interlocuteur que vous recherchez, comment vous vous positionnez. Ouais. Ça peut être la mairie, c'est a priori l'échelon local le plus normal. La collectivité de communes ou... Donc, qui dit association ne dit pas nécessairement recevoir des subventions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre association, il faut aller chercher les subventions. Il y a très peu d'associations par rapport... il y a un hors jeu de rôle, hein, mais il y a un très très grand nombre d'associations. On a énormément d'associations en France. Ouais. Il y en a très peu qui vivent avec des subventions. D'accord. Sinon, pour récupérer de l'argent, après, l'autre solution, c'est d'arriver à faire des prestations de jeu, quoi. C'est-à-dire travailler avec des centres aérés, ça c'est pour rebondir par la suite, ça travaille avec des centres aérés ou avec des ludothèques pour faire des animations, ça c'est possible. Mais effectivement les subventions, nous Rollister One, les subventions principalement qu'on a, c'est soit du matos, avec des cinémas ou des choses comme ça aussi pour avoir des places, des trucs comme ça, soit sinon en travaillant avec la fac, parce que nous à Rouen il y a un campus qui est assez dynamique, assez motivé, faire vivre le campus, donc ça veut dire faire pas mal d'animations. Dès que tu proposes des animations, justement, dès que tu es force de proposition pour faire des choses, tout de suite il y a des gens tu trouves un certain écho, pas pour tout, mais tu trouves un certain écho et possibilité d'avoir des subventions. D'accord. Donc, est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de la question des demandes de subventions? Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, Arnaud? Il y avait peut-être un point, effectivement, Thibaut, quand tu parles des petites prestations que peuvent faire les assos, effectivement, il faut quand même rappeler... Une cotisation pour le membre d'une association, ça rapporte des sous, ça aide? Alors, a priori, les frais de fonctionnement sur une petite asso sont minimes, hein, en général. Je veux dire, voire inexistants. Les locaux sont prêtés. Sans parler des systèmes de caisse noire à propos des achats de bouffe, ce genre de choses. Mais quelle association n'a pas ça? Faut pas se leurrer. Hein. Non, effectivement, les frais de fonctionnement sont minimes. Voilà. Au pire, tu peux avoir des frais de covoiturage quand tu vas sur convention, des frais de ludothèque, des frais d'assurance responsabilité civile, éventuellement des frais de location de local. Jean-Baptiste, tu voulais dire quelque chose? Non, l'assurance, ça n'a d'intérêt seulement si on a un local ou si on fait un événement qui accueille du public. D'accord. Si vous êtes une association juste pour jouer au jeu de rôle toute la semaine. Je sais même pas pourquoi vous êtes une association, mais éventuellement vous êtes une association pour pouvoir payer le site internet que vous avez mis en commun, histoire que l'argent soit mis là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'une assurance pour votre site internet. Par contre, à partir du moment où vous voulez avoir une intervention entre guillemets dans le monde physique, là, de mémoire, c'est pas un régime obligatoire pour les assos, les assurances. En responsabilité civile, si, il me semble. Oui, mais si tu fais pas d'action civile. Je sais pas. Regarde, prends un exemple. Tu peux très bien avoir un accident. Nous, on a eu ça, ce qui s'est produit effectivement. Non, faut pas qu'on n'est pas non plus complètement bizarre à Évreux. Il nous arrive pas que des trucs chelous non plus. Ça arrive. Ça peut arriver. Mais effectivement, voilà, deux joueurs qui déconnent. Vas-y, pof, machin. Et puis il y en a un qui se fait retourner le genou. Voilà. Je sais, c'est con. Alors bon. Oh là là, décidément. Non, mais bon, pour ce que ça coûte, de toute façon, une assurance responsabilité civile, tu payes quoi? Tu payes 50 € à l'année, à tout péter. Sachant que là, justement, pareil, je vais prêcher pour ma paroisse, entre guillemets. En fait, quand on adhère à la FFJDR, la FFJDR peut proposer en fait une assurance responsabilité civile pour les assos membres à tarif préférentiel, qui est en fait un partenariat qu'on a avec la FEDGN, puisqu'en fait les GN ont besoin de beaucoup plus d'assurance pour le coup qu'un jeu de rôle sur table. Donc eux ont des besoins beaucoup plus importants. Et en fait, nous, via ce partenariat qu'on a avec eux, on est à même de proposer quelque chose de pré-packagé et à tarif préférentiel pour les assos membres FFJDR. Donc, parce que de toute façon, au niveau argent dans les associations, de toute façon, ça reste de l'association, c'est de la bricole. Tu te démerdes un peu comme tu veux, tu fais avec des bouts de ficelle, tu te prends pour MacGyver, quoi. Tu prends un chewing-gum et laisse tomber, après tu chopes une plaquette. mais par contre, c'est effectivement, à partir du moment, et je le vois, nous, quand justement, avec la FFJDR, via des assos relais locales ou régionales, on organise des animations pour des festivals, pour des ludothèques ou autres.
la première chose qu'on nous demande, c'est le papier de l'assurance responsabilité civile. Donc on est là-dessus, effectivement. Si l'asso effectivement se veut ambitieuse dans la mesure où elle veut avoir un local, responsabilité civile, alors c'est une attestation avec une assurance privée. L'association passe un contrat avec une assurance. C'est comme quand tu souscris une assurance, par exemple pour ton domicile. Mais pour une association. Voilà, c'est ça. Tous les ans, si tu veux, effectivement, ton assureur qui te donne une attestation d'assurance. C'est comme pour la bagnole. C'est la responsabilité civile, grosso modo. Alors, au moins que le juriste me contredise, mais grosso modo, effectivement, s'il y a un accident bête, genre effectivement la chienne Lolita. Non, mais voilà, si le type il est à sa table de jeu, je sais pas, moi, il tombe de sa chaise. Non, mais c'est con. Mais la responsabilité civile, j'ai déjà vu ça. Ça couvre au corporel les membres, ça couvre au matériel les biens de l'assaut. Oui. À minima. Après, on va pas rentrer dans le détail des polices, incendie, vol, machin. Généralement, le local en lui-même dispose aussi, s'il est géré par une autre structure, de sa propre police d'assurance. Et si c'est une collectivité qui le met à disposition, il y a le principe d'auto-assurance qui vient gérer ça derrière. Donc, bon, juste un dernier point sur par rapport au financement, parce que je voulais revenir sur ce que disait Thibaut tout à l'heure, sur le fait parfois de générer occasionnellement des prestations pour le compte de collectivités, machin. Faut juste rappeler, je pense que mon collègue juriste sera d'accord avec moi là-dessus, que l'association de loi 1901... Le collègue juriste, c'est Jean-Baptiste. Voilà, c'est Jean-Baptiste qui lève les yeux au ciel, donc qui a l'air... Effectivement, voilà, ça reste quand même exceptionnel, les associations n'ayant pas pour but de faire ça à but lucratif, mais bon, il était bon de le rappeler. Alors, moi, il y a un truc qui me saute au nez. Ah non, Jean-Baptiste, tu voulais intervenir là-dessus ? Non, si. Donc, moi, il y a un truc qui me saute à la gueule, j'ai l'impression que c'est compliqué quand même. Pourquoi est-ce que je ferais chier avec toute cette complexité alors que je peux aller voir le magasin à côté de chez moi, la mairie directement ? Est-ce que vraiment une association a plus de poids en France que une personne Moi, j'ai envie de dire. Fabien a l'air de dire oui. Bienvenue dans la bureaucratie française. J'ai envie de dire. Alors, la Fédération française de jeux de rôle, c'est quand même spécial. On peut peut-être parler un petit peu de la Fédération française de jeux de rôle parce que sinon, on comprend plus rien. Alors, qu'est-ce que c'est que la Fédération française de jeux de rôle et quelles sont ses intentions premières ? Historiquement, justement, elle a été créée au moment où il y avait justement les affaires de jeux de rôle pour essayer de défendre un petit peu les associations et les différentes personnes qui pouvaient être, entre guillemets, attaquées via différents moyens. Pour essayer de sauvegarder un petit peu les gens, les rassembler. Et ça a été un petit peu le giron historique il y a longtemps, quoi. Alors effectivement, aujourd'hui, ces histoires-là sont derrière nous. Les objectifs de la Fédé, c'est quoi ? C'est de faire vivre le jeu de rôle en France. Autrement dit, c'est d'apporter aux associations un soutien moral, un soutien, une aide, éventuellement effectivement sur les papiers, sur les démarches, sur une assurance, même comme je disais, des conditions financières qui peuvent être avantageuses ou des choses comme ça. Donc c'est d'apporter effectivement une aide, de les rassembler effectivement pour les aider. Si elles veulent organiser une convention, de les mettre en contact avec tel éditeur, avec telle chose. Effectivement, la FJDR peut avoir un peu plus de poids pour aider une asso locale qui veut monter un truc et qui est motivée. C'est de faire découvrir le jeu de rôle au plus grand nombre. Pour ramener des nouveaux joueurs, effectivement. Et c'est là où, effectivement, en tant que Fédé, on organise des animations avec les MJC et les bibliothèques. On a eu la bibliothèque François Mitterrand nationale à Paris il n'y a pas très longtemps, avec une énorme animation qui a rassemblé plein de monde. Justement, parce que les bibliothèques sont de plus en plus, entre guillemets, à la recherche de nouveaux médias pour amener les gens au livre et à la lecture. Donc, c'est vrai que ça fait partie un petit peu des actions de faire connaître le jeu de rôle au grand public, d'aider les associations qui sont dans ce milieu-là et d'aider aussi les pros, les boutiques, les éditeurs via effectivement des missions de conseil, d'aide ou de choses comme ça. Ok. Hier, j'entendais dire que la fédération française traînait des vieilles casseroles. Qu'est-ce que c'est que ces affaires ? Pourquoi est-ce que... Non, je vous vois grimacer. C'est quoi ? Allez-y, discutez-en ouvertement. Pourquoi Là, malheureusement, je passerai parce que moi, ça fait que quelques mois que je suis avec eux, donc je ne peux pas, que je suis rejoint la Fédé, donc je ne peux pas me prononcer malheureusement suite aux différents changements. Moi, je n'y connais rien à ces histoires. Non, moi, je ne connais pas. Ah non, Arnaud, alors là, je te jure, tu as l'air de dire... Question polémique, mon ami, polémique. Mais est-ce qu'on reste dans le cadre du débat ?
Moi, je pense que oui, parce que ça remet en cause la légitimité de la Fédération française de jeux de rôle. Je pense pas, tu vois, je pense pas qu'on soit là pour discuter des intentions ou parce que je sais ce qui veut ressortir plus ou moins, une volonté hégémonique, machin. On n'est pas là pour discuter de ça. Je pense qu'on est là pour. Tu l'as dit toi-même dans ton podcast. Si tu fais partie d'une association, on est là pour causer de la pratique associative niveau 1 finalement. Quel retour d'expérience, quel bon conseil. La pratique que nous propose de faire Fabien, c'est quand même avant tout de contacter la FFJDR pour avoir des. Il propose. C'est une proposition. Je pense pas que Fabien ait voulu dire ça sans vouloir prendre sa défense non plus. Mais si l'asso veut faire les choses dans son coin, elle en est tout à fait libre. Voilà. Et on n'est pas là pour s'ingérer. Enfin, voilà. Oui, Après, nous, on propose effectivement en tant que fédé, une asso qui est membre de la fédé, elle est référencée dans notre annuaire. On lui renvoie des gens parce que la FFJDR, c'est bête à dire, mais sur Google, tu tapes jeu de rôle, elle est 3e, donc elle a un nombre de visites assez incalculable et c'est normal vu l'âge du nom de domaine, etc. Donc des demandes de gens qui disent ah bah moi je fais du jeu de rôle, je suis dans telle région, je connais personne, est-ce que vous pouvez m'orienter vers quelqu'un? On en a toutes les semaines. Des demandes de structures publiques. Qui disent ah bah nous on aimerait faire organiser un petit truc sur notre événement, on en a. Fabien, donc voilà, ça semble très sexy tout ça, c'est clair, mais ce que je comprends pas c'est que dès qu'on en parle de la FFJDR, souvent les rôlistes lèvent les yeux au ciel, disent oh ouais mais la fédération, alors mais moi je comprends pas, alors si c'est si bien que ça, qu'est-ce qu'elle a fait cette fédé? Moi je suis assez nouveau dans le milieu du jeu de rôle, ça fait que 3 ans que je travaille avec vous. Qu'est-ce qu'elle a fait cette putain de fédé pour que tout le monde lève les yeux au ciel quand on parle d'elle? J'ai pas les infos factuelles à donner malheureusement. Pareil, moi la fédé, bon, je connais juste de nom effectivement. Donc c'est juste un ressenti alors. Maintenant, moi j'ai pas eu de retour particulier avec elle. Fabien est le premier contact que j'ai avec elle pour tout. Mais non, moi j'ai eu Régis Panier aussi qui était l'ancien trésorier, il était super sympa. Trésorier Thomas Laboret, très sympa. Ah oui, enfin, la FFJDR, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec eux, on a été au monde du jeu. Alors, tu les connais alors? Ouais, je les connais. Donc tu as un retour d'expérience. J'ai un oui, oui, d'accord. Piège rhétorique. J'ai un retour d'expérience, mais moi je ne vois pas en quoi c'est le monstre dont on parle qui veut chapeauter, etc. Moi j'ai pas l'impression que ce soit un monstre particulier. Je pense que c'est sûrement. Alors il y a peut-être effectivement des faits factuels d'anciens conseils d'administration de la Fédé que je n'ai pas et que je ne serai pas là pour discuter. Mais je pense qu'il y a à mon avis peut-être aussi un fantasme un peu collectif de se dire ah bah tiens on est en train de créer la police du jeu de rôle, la bureaucratie du jeu de rôle. Alors que c'est absolument pas le cas. Alors que la fédération, c'est un ensemble de bénévoles qui œuvrent pour faire avancer la cause du jeu de rôle en France, qui militent entre guillemets, je pense que c'est le mot, et qui essaient justement de faire de leur mieux avec les moyens qu'ils ont, qui ont réussi effectivement à avoir un agrément jeunesse éducation populaire au niveau du Conseil d'État, donc au niveau de l'association de la FFJDR, donc ce qui effectivement va dans le sens, je dirais, comme je parlais, de présenter le jeu de rôle à des élus ou à des structures, c'est de se dire on est membre d'un truc officiel FFJDR, ça aide quand même effectivement à aller de l'avant. Et Thibaut pourra nous en parler via son retour sur les rôlistes 3 Voilà, maintenant effectivement peut-être qu'il y a ce fantasme un peu collectif. J'ai pas plus d'infos malheureusement. Moi j'invite les gens effectivement à aller sur le site de la Fédé où les actions sont expliquées, où on a l'ensemble des membres du CA, où il y a les statuts de la Fédé, il y a Jean-Baptiste Non, mais si on va sur pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes, de craintes et de problèmes vis-à-vis de la FFJDR, on risque d'en avoir, on pourrait faire tout un podcast dessus, voire une trentaine. De toute façon, moi, c'est un de ces cas, je vais les inviter. Il y a historiquement le fait que quand ça s'est créé et qu'ils ont voulu mettre des relais locaux, c'était souvent la grosse association locale qui avait une tendance hégémonique sur les petites à côté. Ce qui fait mais c'était les relais qui se comportaient mal. Et ça a engagé toute l'image de la Fédé. Et depuis, il y a des régions et certaines associations, si tu leur parles de la Fédé, tout de suite, c'est l'ennemi. Donc c'est le monstre. Bon. Après, il y a toujours les débats de personnes, etc. Ça, on arrive dans toute structure. Oui, bien sûr. Et la dernière chose, bon, là, c'est peut-être le juriste qui parle, mais il y a le problème. La Fédération française de jeux de rôle a un super objet. Ils font des trucs qui sont très intéressants. Ça permet de mettre en commun plein de bonnes choses. Allez les contacter. Je vous recommande fortement de les contacter. Après, la difficulté, c'est que ce n'est pas une véritable fédération, dans le sens où il y a énormément, l'essentiel de ses membres sont des membres personnes physiques et non pas des associations. Il y en a,
il y en a de plus maintenant, mais il n'y en a pas tant que ça. Et ça reste plutôt lié à des personnes, là où une fédération, habituellement, c'est une association d'associations. D'accord. Et il y a la crainte aussi derrière, vous avez qu'à regarder ce qu'il y a avec les fédérations françaises de foot ou des choses comme ça, qui sont tout le temps aussi contestées. Et il y a la crainte que ça va donner la bonne façon de jouer, la bonne règle, ce qui n'est pas le cas. Je ne pense pas que ce soit du tout l'idée de la FFJDR. Mais voilà, je pense qu'il y a un tout. Et voilà, peut-être pour des craintes. Problèmes un peu. C'est effectivement pas du tout l'objet de vouloir formater ce que font les gens dans leur asso. Les gens qui sont membres, c'est pas parce qu'on va adhérer à la FFJDR en tant qu'asso que va y avoir les flics de la FFJDR qui vont débarquer pour dire ah bah non, vous n'avez pas le droit de ce jeu-là, machin. Non, voilà, ce que vous faites dans votre asso, c'est votre jeu, c'est ce qui fait vivre le jeu de rôle en France, c'est chouette quoi. Maintenant, pour revenir sur le truc au niveau des membres, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, malheureusement, je suis secrétaire, je suis pas le trésorier, j'ai pas l'ensemble des bases de données du truc. On est à effectivement à peu près entre 80 et 90 assos qui sont membres de la FFJDR. C'est énorme. Ça en fait quand même une par département. Bon, c'est pas négligeable. Au moins, et encore, bon, effectivement, il y a des départements, il n'y en a pas, il y a des départements, il y en a 5. Voilà. Bon, ça représente donc effectivement. Alors après, le truc, c'est qu'effectivement, c'est les associations qui sont membres de la FFJDR et pas les gens. Mais de fait, effectivement, si on prend ces 80 à 90 assos, ça représente derrière de membres d'assaut, ça fait à peu près 500, je ne vais pas dire de conneries, mais à mon avis, entre 500 et 700 personnes qui sont derrière, qui sont membres de ces assos-là. Plus, effectivement, par-dessus ça, une centaine de membres individuels, plus, après, des membres pros, quelques boutiques, quelques éditeurs qui y sont en plus. Ouais. Donc, pour moi, là-dessus, moi, j'ai de très bons retours à fournir. En tant qu'éditeur, moi, je suis membre, d'ailleurs, de la Fédération française de jeux de rôle. C'est vrai qu'ils aident beaucoup, ils parlent de nous sur leur site. L'autre jour, le blog de la cellule, au mois de février, a été élu blog du mois. Ça fait des retours, ça fait de la communication. C'est vrai que ce que tu disais, Fabien, au début, de dire bah ouais, on est quand même en 3e position sur Google, ça joue, c'est clair. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'à chaque fois qu'on va en convention et je dis ah, la FFJDR nous a remis un prix, les gens regardent un peu au ciel en disant oui, enfin bon, la FFJDR. Voilà, c'est pour ça que je voulais avoir ta réaction là-dessus. C'est bon, d'accord. Je pense pas avoir beaucoup plus de choses à dire. Peut-être Thibaut, s'il veut nous faire un retour sur ce que lui il a vécu via les rôlistes rouennais. Ouais, c'est ça. Alors justement, par rapport à la FFJDR ou quoi, alors nous, il y a plusieurs niveaux déjà. Le rôliste rouennais, nous, on était plutôt partisans de dire on reste de l'associatif, tout ça c'est de l'associatif. C'est quoi ces discussions à la con? Donc ça veut dire que la Fédération française de jeux de rôle, c'est une étape au-dessus? Non, c'est pas ça, mais c'est que selon nous, la Fédération française de jeux de rôle, c'est plutôt en tant qu'association intéressant de la soutenir. Et voilà, juste pour le principe. Et d'ailleurs, ça nous a bien servi parce que à notre niveau, il y a des institutions justement qui ont contacté la Fédé, la Fédé nous l'a renvoyé après chez nous, et ce qui nous a permis d'avoir justement les prestations dont on parlait juste avant. D'accord, ok. Donc c'était un moyen aussi d'obtenir des sous. Bah, de toute façon, nous concrètement, pas indirectement, mais disons voilà, que pas directement, nous, ce qui a été intéressant, c'est surtout le fait que on aurait pu faire, on a fait des prestations nous seuls, tout seul. On n'a pas forcément besoin de la Fédé pour faire des prestations. D'accord. Ouais. Par contre, là, effectivement, nous a servi de relais. Et un truc qui était intéressant, c'est que la personne qui était là, quand tu lui as dit on est partenaire de la Fédération française de jeux de rôle, tout de suite, elle a mouillé sa culotte. Parce que ça faisait sérieux, ça faisait C'était un interlocuteur en mairie, c'est ça? C'était en ludothèque. En ludothèque, ok. C'est ça. Donc non, c'était intéressant. Puis nous, de notre point de vue, façon, moi après, de mon point de vue personnel, je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai signé aussi. Je suis un sadomasochiste. Il avoue. pour aller à la Fédé aussi. Donc voilà, c'est. Après, je pense, de mon point de vue, c'est de l'associatif. On est là pour jouer et pour s'amuser. Après, se péter les couilles avec des trucs en plus. Ouais, bon, voilà, c'est ça. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, pour moi, effectivement, une asso aurait un. Enfin, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Hein, je veux dire, on n'est pas en train de dire qu'il faut que toutes les assos viennent à la Fédé. Si effectivement l'asso veut un soutien, une aide, etc. Moi, je vois récemment, et même une asso qui voulait se remonter, qui avait été arrêtée pour des problèmes avec la mairie, etc. C'est un dossier que je suis personnellement, donc là, pour le coup, je suis au courant. D'une asso dans le nord de la France, sur Dunkerque, qui nous a contacté, qui a dit bonjour, on aimerait remonter notre asso de jeu de rôle parce que on aimerait revenir, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous aider?
Et là, typiquement, la mission que j'ai vis-à-vis d'eux, c'est une mission de conseil, d'aide. Je fais le point avec eux, les papiers, voilà, voilà, vraiment un soutien un petit peu dans le redémarrage de leur activité. Et aussi, surtout, après, un petit peu une réflexion avec eux sur le pourquoi ça a un petit peu capoté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de refaire les mêmes erreurs et d'aller plus loin un petit peu, de les challenger un peu à ce niveau-là. Donc c'est une aide, et puis c'est une présence effectivement dans un annuaire, dans un référencement commun. Encore une qui fois, permet d'avoir des joueurs. On fait un podcast pour comment dire, en faire en sorte que nos auditeurs puissent éventuellement monter une association. Je pense aussi que c'est intéressant de leur présenter les problématiques liées à la Fédération française de jeux de rôle. C'est une aide énorme, clairement. Elle peut aider à faire, comme le disait Fabien tout de suite, à remplir des papiers, à trouver des subventions, comme le disait tout à l'heure Thibaut. Donc c'est une aide énorme, mais il y a des problématiques aussi vis-à-vis de la FFJDR, des gens qui la contestent, et je trouvais ça intéressant d'en parler. Jean-Baptiste, je vois un peu blasé, non ? T'es pas content qu'on c'est pas ait ça, abordé ce thème-là, peut-être ? C'est juste que il y a la fédération, elle fait du boulot qui est intéressant. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle fait, vous pouvez très bien rentrer dedans et essayer de proposer autre chose, faire une liste. Ils en sont demandeurs. Ouais. Allez-y, investissez-vous. C'est pas comme si c'était quelque chose qui était totalement coupé du monde ou quoi que ce soit. Si vous avez envie que changer la partition, investissez-vous plutôt que de dire c'est toujours les mêmes qui font n'importe quoi. Ça demeure quand même un critère très important qui est, c'est très important au niveau de la représentation, de la crédibilité. On a une fédération, ça permet vis-à-vis des interlocuteurs publics d'avoir plus facilement confiance en nous, parce qu'une fédération, ça donne une impression de sérieux. Ouais. On peut développer sur est-ce que c'est sérieux, est-ce que ça n'est pas. Une association, ça a déjà une impression de plus de sérieux. Faites une association. Allez voir une boîte, un magasin de jeux de rôle. Vous leur dites, oui, on va faire avec mes 5 potes là, avec qui on fait des tables de temps à autre. On a décidé d'organiser une convention. On a on va ouvrir le garage de chez mes parents et on va mettre des affiches. Vous voudriez pas nous filer des lots ? Ils vont se foutre de votre gueule. Ah ouais, peut-être qu'ils vous connaissent personnellement et en quel cas vous avez une crédibilité personnelle, mais le Pékin moyen, ça va pas passer. Vous créez une association, d'un coup, on vous regarde différemment. Vous êtes les mêmes Pékins, vous allez peut-être le faire aussi dans le garage de vos parents, dans la même façon, mais votre interlocuteur, il vous regarde différemment. Vous allez voir une mairie, d'un coup, vous êtes une association. Vous êtes quelqu'un avec qui on peut parler. Vous faites partie de la Fédération française de jeux de rôle. Ah oui, vous n'êtes pas la première association qui fait n'importe quoi, du macramé dans son jardin. Donc il y a une recherche de légitimité. De crédibilité. Crédibilité, oui, pardon. C'est la crédibilité. Et la fédération donne vis-à-vis des interlocuteurs une crédibilité. Si vous considérez que la crédibilité de la FFJDR n'est pas bonne, changez sa partition, allez-y. Par contre, vouloir la mort de la FFJDR ou quoi que ce soit, c'est une connerie royale. Voilà. Je suis d'accord. Et puis effectivement, comme je disais, la FFJDR, ce sont des bénévoles. Ce sont des gens qui militent pour le jeu de rôle sur leur temps libre, qui est pourtant, effectivement, c'est très intéressant comme boulot. Moi, je vois sur mon retour depuis quelques mois, c'est très intéressant. Mais en même temps, c'est un investissement temps assez colossal, parce que des projets, il y en a. On en reçoit toutes les semaines. On a beaucoup de mal à trouver des gens sur qui compter pour poursuivre ces projets, parce que oui, c'est du boulot. De dire sur un forum ou quelque part sur Internet, la Fédé, c'est de la merde, ça prend 5 minutes. Devenir c'est bien, ça n'apporte pas grand-chose, c'est une critique assez peu constructive. Par contre, derrière, de venir avec des idées et puis d'avoir aussi l'envie, la volonté et derrière un petit peu le temps de les mettre en œuvre, ça, c'est une démarche qui, à mon avis, est beaucoup plus constructive, et pour l'asso en question ou les personnes en question, et pour l'ensemble du jeu de rôle en France. C'est une très bonne conclusion sur ce point. Alors voilà, on conclut un petit peu sur la Fédération française de jeux de rôle, puis on revient sur nos associations maintenant. Alors, l'association au quotidien, tu dis quand même, toi. Donc, l'association au quotidien maintenant. Est-ce que vous rencontrez des difficultés, ou au contraire, est-ce que ça vous permet de faire des choses ? Alors là, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure à propos de la crédibilité. Et maintenant, au niveau des difficultés que vous pouvez rencontrer, est-ce qu'être une association, ça veut dire qu'on sort du cercle privé, donc on peut accueillir aussi d'autres types de personnes.
Les associations sont... Arnaud? Déjà, à partir de moi, effectivement, comme tu dis, on sort du cercle privé. Il y a déjà, à minima, je pense, une question de présentabilité à mettre. Je veux dire, comme disait Jean-Baptiste, le groupe de potes dans le garage, etc. Bon, une question de présentabilité, notamment par rapport au passif sur l'activité du jeu de rôle. Ouais. Par exemple, nous, on a des joueurs qui sont mineurs, effectivement. Là, il y a tout un discours à faire vis-à-vis des parents. Pour les rassurer. Et à nouveau, c'est la crédibilité, la notion de crédibilité qui fait que ça aidera. Voilà. Mais là, je parle plus en fait dans le travail que peuvent faire les meneurs de jeu sur l'activité rôlistique. Parce qu'effectivement, tu prends effectivement un joueur mineur sur une table de jeu un peu style jeu d'horreur, jeu machin, etc. Il faut qu'il y ait aussi un discours cohérent de la part de l'asso qui rassure les parents en leur disant voilà, nous on sait placer où placer le curseur sans pour autant que finalement votre enfant soit fasciné ou parce que à cet âge-là, c'est vrai, ils peuvent déraper super facilement. J'ai souvenir moi d'en avoir vu un comme ça quand j'étais au collège à l'époque déraper complètement. Donc c'est une prise de responsabilité aussi pour vous. Voilà. Quoi. Donc ça effectivement, on sort du cercle privé. À partir du moment où il y a contact avec les autres, il y a forcément, je dirais presque faut normer certains comportements, même si le terme est un peu dur. Il faut normer certains types de comportements, je pense. D'accord. Ouais, puis juste pour rebondir, il faut expliquer aussi un peu ce que c'est le jeu de rôle, effectivement, des gens. Nous, on a rigolé avec les rôlistes rouennais, parce que pour l'anecdote, quand on allait voir des gens en disant ouais, on est les rôlistes rouennais, t'avais des gens qui se disaient comment vous faites du roller? Non, pas tout à fait. Et on a même eu pire. On a dit vous êtes des royalistes rouennais? Des royalistes. Oui, bien sûr. Et des orléanistes ou des Bourbons. Si vous bafouillez quand vous allez voir les gens aussi. Jean-Baptiste? Non, alors je voulais juste sur l'association. Ouais. Vous êtes votre bande de potes, vous faites des parties, vous mettez de l'argent en commun pour acheter vos chips, vos bières, votre pizza. Vous êtes une association de fait. D'accord. L'intérêt de faire une association, loi 1901, mais si vous faites une association, juridique, elle est forcément loi 1901, c'est vous allez lui donner une personnalité juridique, une personnalité morale, qui va avoir comme intérêt de pouvoir interagir avec d'autres personnes, d'autres interlocuteurs, des institutionnels, etc. Mais vous pouvez très bien faire une association et rester dans votre cercle privé. Après, alors on a créé une association, est-ce qu'on peut filtrer qui vient pas? Vous avez votre statut. Vous pouvez très bien dire il y a des associations qui n'accueillent que des femmes, des associations qui peuvent accueillir que des hommes. Vous pouvez avoir des associations qui sont qui sont interdites aux mineurs. Enfin, c'est pas un problème. Vous pouvez définir ça dans les statuts, vous pouvez définir ça dans le règlement intérieur. Après, par contre, attention aux discriminations. Si vous commencez à dire non, toi, on veut pas les Arabes, là, il va y avoir un problème. Alors déjà, si vous dites sur le mécanisme de discrimination, si on rentre dans une discrimination qui implique une qualification pénale, déjà ça pue, il faut le dire clairement. Deuxièmement, avec des mécanismes récents mis en place comme la HALD, je veux dire, on peut tout à fait envisager, je sais pas, quelqu'un qui veut adhérer à une asso de jeu de rôle. Ouais. Alors, je vais soulever un truc complètement con. Vous créez une asso de jeu de rôle uniquement réservé à un certain type de joueurs, je sais pas moi, qui adhéraient à certaines idéologies, tu vois, même. Effectivement. Ton micro, tiens-le bien en direction de ta bouche. En direction de ma bouche. Effectivement, il y a toujours des risques, notamment avec des autorités administratives comme la HALD, où on peut avoir un recours, voire des mesures qui peuvent être prises pour. Alors après, la nature des recours, moi je connais pas, mais c'est un risque qu'il faut prendre en compte. Après, je dirais vraiment au niveau pénal, effectivement, c'est le premier niveau, quoi. Comme tu disais, Jean-Baptiste, une asso qui dit non, on prend pas les joueurs arabes. Voilà, là effectivement, ça commence ça posera un gros problème. Ouais, même déjà sur la déclaration d'existence en préfecture. D'accord, ouais. En préfecture, ça passerait pas un truc comme ça. Si ils font bien leur boulot, oui, ça passera pas. D'accord. Jean-Baptiste. Ce que je voulais dire sur le coût des associations, sur les membres. Vous pouvez donc limiter sur des critères objectifs, etc., l'entrée de certains membres.
Maintenant, vous êtes une association de jeux de rôle, vous êtes une bande qui fait que du jeu de rôle de l'interprétation, du Cthulhu, du vampire, des trucs dans le genre. Ouais. Et là, vous avez 3 potes qui arrivent et qui disent ouais, nous on est à fond sur le D20, on fait du Donjon des Dragons. Et là, vous faites ah non, on veut pas de vous dans notre asso. Ouais. Non. Vous pouvez leur dire, par contre, juridiquement, vous n'avez pas le droit de leur interdire. Ouais. Vous pouvez leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus, etc. Ça, c'est du relationnel. Après, non, mais c'est ce que je veux dire. Vous n'êtes pas dans du juridique. Après, si vous commencez à faire les cons, etc., vous êtes dans de la discrimination, mais c'est de personne. Mais l'association, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un comme ça de s'inscrire, de payer sa cotisation, de devenir adhérent, d'avoir un pouvoir au sein de l'Assemblée Générale, etc. Alors justement, à propos d'Assemblée Générale, j'aimerais qu'on parle aussi de ça, parce que souvent c'est du vocabulaire qu'on entend souvent chez les associatifs, c'est le trésorier, le président. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors est-ce que vous pourriez passer en revue les différents statuts et puis nous expliquer leur rôle ? Alors l'Assemblée Générale, c'est quoi ? C'est l'Assemblée des membres de l'association qui se réunit une fois par an, minimum, normalement. C'est obligatoire ? Oui, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation légale. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, à minima, ne serait-ce que pour valider les comptes de l'asso, normalement, et pour procéder à l'élection du bureau. Le bureau. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, à minima, l'AG, c'est la validation des comptes annuels. Et l'élection aussi. L'élection, ça dépend. Tu peux avoir des personnes qui sont élues sur 2 ans, 3 ans, qui sont ad nutum. Oui, mais c'est pour ça que l'AG se réunit aussi. Ça fait partie de ses attributions. Ça fait partie de ses attributions. C'est ce que j'ai dit. Enfin, ça dépend après des statuts tels qu'ils sont formulés. Ça dépend des statuts. Effectivement, le bureau, c'est pas une obligation. Il faut un président. Le président est il faut obligatoire. Impérativement un président. Le trésorier est obligatoire. C'est le minimum. Dans un bureau, parfois, il y a aussi un secrétaire. C'est pas obligatoire. Le mythe, c'est de dire que le secrétaire est obligatoire. Non, juridiquement, vous devez avoir un président qui est la personne qui engage la personnalité morale, l'association vis-à-vis des interlocuteurs. Et qui est ordonnateur des paiements. Et sa responsabilité. Alors, on peut venir après sur les responsabilités. Parlons du président. Le président peut représenter l'association vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs. D'accord. C'est-à-dire que s'il s'engage vis-à-vis d'une association, d'une autre association, d'une mairie, d'un magasin, sa parole fait foi. Elle fait foi pour toute l'association. Pour toute l'association. Il engage toute l'association. Okay. Sur les écrits aussi. Et sur les écrits, bien sûr. Oui. Bien sûr. Après, le trésorier, c'est l'autre rôle clé. C'est celui qui va accepter de signer les dépenses et qui va récolter l'argent. Alors non, il ne va pas signer les dépenses, le trésorier. C'est le président qui signe les dépenses. Le trésorier, lui, il s'occupe de la légalité de la dépense. Oui. Jean-Baptiste, tu es d'accord ? Oui. Okay. Donc le trésorier... Le trésorier, moi je pensais que c'était celui qui avait le trésor. Le trésor, c'est le mec chiant qui prend les cotises, qui blacklist les caisses noires. Voilà, bon, donc clairement. non, le trésorier, si tu veux, tu as le même principe dans les assos qu'avec les financements publics, ce principe de séparation ordonnateur-comptable. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as de l'argent qui rentre dans une structure qui est généralement due à des cotisations, donc de l'argent qui vient suite à des appels, un appel à cotisation de la part des membres. Donc forcément, il y a un minimum de précautions à prendre sur la gestion de cet argent. Et cette précaution sous-entend donc, d'un côté, des décisions qui sont prises par le président sur l'opportunité de la dépense, et c'est ce que fait effectivement le président, et d'un autre côté, le comptable, qui lui n'a pas le comptable, des formations professionnelles, le trésorier, qui effectivement, lui ne va pas avoir son mot à dire sur l'opportunité de la dépense, mais va bien s'assurer que c'est le bon montant qu'on retrouve dans le compte de l'asso et qu'elle est bien imputée, etc. D'accord, ok. Généralement, on dit souvent que le trésorier, c'est la personne qui dit non. Il n'y a pas le sou, non, on ne dépense pas. Voilà, non, c'est ça. On ne le fait pas. Et il pilote, pour les grosses assos, alors il pilote également le budget sur l'année. Donc c'est Burke dans Alien 2, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le mec chiant. Ok. D'autres statuts ? Le président, le trésorier, le secrétaire, tu disais ? Non, le secrétaire, c'est accessoire. Le secrétaire, c'est accessoire. C'est souvent extrêmement utile parce qu'il gère au niveau des associations, souvent. Après, ça dépend des statuts. On peut tout faire. C'est ça qui est, entre guillemets, génial avec une association. C'est que vous pouvez quasiment tout faire avec une association. D'accord. Sauf du pognon. Si. Sauf du pognon. Si. Une association, ça peut faire de l'argent. Oui, mais pas comme... ça ne peut pas redistribuer l'argent vis-à-vis de ses membres. Les actes de commerce des associations se font à titre exceptionnel. Je tiens à te le rappeler. Ça ne fait pas partie de leur objet.
Donc, et ça, c'est inscrit en dur dans toute l'interprétation qui est faite de la loi de 1901. La loi de 1901, c'est sans but lucratif. Voilà. Alors, c'est sans La but notion de lucratif, but lucratif. pour les membres. Voilà. C'est ça qui la enfin, différencie d'une entreprise. Alors voilà, la question du but lucratif, ça s'exprime dans le fait qu'on ne peut pas donner un intérêt au bénéfice pour les membres. Voilà. C'est-à-dire que toute la différence avec une société, c'est que vous êtes actionnaire dans une société, votre société, elle a fait 1 000 euros de bénéfices. Ouais. C'est pas terrible, mais bon, voilà. C'est clair. Pour du jeu de rôle, Non, mais pour une société, ça va pas lui permettre de vivre. Vous pouvez répartir ces 1 000 euros pour les actionnaires. Répartir les 1 000 euros dans les actionnaires. Non, mais c'est-à-dire que... On aimerait bien leur répartir autre chose. Ouais. Non, mais vous avez 5 actionnaires, ils vont tous repartir avec 200 euros. Ok, ouais, oui. S'ils ont chacun le même nombre de parts. Dans une association, ça c'est Dans une strictement association, impossible. vous avez 1 000 euros. Elle reste dans Vous l'asso. ne pouvez pas les distribuer à vos 5 membres. Ouais. Et personne peut se séparer en disant bon bah on prend chacun une part du pognon. Si, c'est la seule exception, c'est en cas de dissolution de l'asso. Non, normalement, tu es censé... Il y a une redistribution de l'actif, normalement. Tu es censé transmettre l'actif à une autre association. Ah non. Non. Il y a une redistribution de l'actif qui est possible si elle est conventionnellement prévue. Ouais. Dans les statuts. C'est quand même assez encadré pour éviter. C'est encadré pour éviter les dérives. Sinon, c'est tu poses ton facile. asso, tu te sépares, Tu poses ton prends le asso, fric, c'est, cotisation, voilà, je blanchis du pognon, et puis un an plus tard, on se sépare, le pognon Voilà. est blanchi. Donc, vu qu'on est dans le podcast association niveau 1, oubliez ça. Ne le faites pas. Le blanchiment d'argent, c'est mal. Ne faites pas. Donc, en gros, vous ne pouvez pas faire circuler l'argent que vous avez récupéré par l'association directement pour ses membres. Par contre, pour les conseils off, Jean-Baptiste prend 200 € l'heure au niveau de la consultation. alors Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, au niveau des... Merci de foutre en l'air. Non, mais faut détendre un peu. Là, je le sens, il est tendu. Là, mon Jean-Baptiste. Ah non, mais attends, moi j'attends. C'est 40 minutes. Tendu c'est comme ça, une corde d'arc. À toute heure commencer. Et voilà. Pourquoi Je vous l'avais dit. Pourquoi tu voudrais parler... ça compte en heure complète. C'est comme les gagneuses. Tu m'avais recommencer. Attends, je suis désolé. Tu m'avais dit quand même que. Vas-y, balance. Bah, j'attends les 200 € à la fin de l'émission. J'en étais sûr que c'était ça l'idée. Quel enfoiré, putain. Non, mais c'est bon, t'as des bouquins, je veux bien prendre en nature. Non. C'est donc ça qui l'intéresse. Donc, quoi qu'il en soit, pour revenir un peu au débat sur le pognon, quoi. Parlons un peu pognon, quoi. Donc, l'association a quand même le droit d'avoir des fonds, etc. Oui, ça, c'est pas interdit d'avoir des réserves, c'est pas interdit d'avoir du capital. C'est pas, voilà. Vous avez le droit d'avoir des fonds et comme on dit, c'est non lucratif, vous avez le droit de faire des prestations rémunérées. Vous avez le droit, il y a une ludothèque qui demande à ce que vous, mais association... à titre exceptionnel. Parce que fais gaffe à la requalification derrière. Voilà, alors après, il ne faut pas tomber dans le prêt. Parce qu'effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail du droit commercial et autres matières chiantes, je tiens à le préciser, mais si effectivement une association fait trop d'actes de commerce, qui au sens juridique ont effectivement... faire une animation rémunérée, c'est un acte de commerce. C'est un acte de commerce. Effectivement, elle peut encourir la requalification par toute personne intéressée devant le juge. Non, mais vous resterez association, c'est juste que votre régime fiscal va être évolué et vous allez devoir payer des impôts. Oui, il y a un truc que je ne comprends pas dans ce que vous dites, c'est que il semblerait, donc on n'a pas le droit de redistribuer des bénéfices à des personnes de l'association, mais pourtant certaines associations à but non lucratif ont des salariés. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas interdit pour les associations de recourir aux règles du droit du travail pour recruter un emploi. D'accord. Sauf qu'un membre ne peut pas être salarié. Voilà. En tout cas, c'est vachement encadré. Ah, voilà, c'est vachement encadré. Donc ça veut dire que la personne-là ne fait pas partie de l'association. Elle est juste... Non, elle a un statut de salarié avec un contrat de travail, effectivement, qui peut être toutes les formes de contrats offertes par le droit du travail. Je te remercie, Arnaud. Tu lèves un voile dans ma conscience et j'avais des problèmes avec ça. Mais votre salarié n'est pas membre de l'association. Votre salarié représente l'association parce que il travaille pour l'association. Maintenant, il n'est pas membre de l'association dans le sens qu'il n'est pas actionnaire comme. Il participera il pas aux pas AG. adhérent. Il ne participe pas aux AG. S'il participe aux AG, il participe en tant que secrétaire ou la personne qui est salariée et qui va avoir préparé le dossier. Voilà, le mec qui prend les notes, quoi. Okay. Pareil, a priori, il peut pas être président, il peut pas être trésorier, je pense pas. Là, mais on peut rémunérer dans des cas assez exceptionnels des dirigeants, mais il faut qu'il y ait une certaine charge de travail, il faut justifier, parce que sinon, justement, vous détournez de l'argent. Ma question, Jean-Baptiste, c'est un salarié ne peut pas peut-il acquérir le statut de président, peut-il acquérir
le statut de trésorier, peut-il le faire? C'est possible dans des cas, c'est Mais compliqué. s'il n'est pas membre, technique, comment c'est peut-être peut-il un peu le faire technique. s'il n'est pas membre? Mais J'invite les niveau 1 à devenir niveau 2, niveau 3, Ouais, et voilà. puis à voir ça ensemble. Mais grosso modo, économiser de l'argent. Grosso modo, l'association, si vous constituez une association, c'est pas pour vous faire de l'argent à titre personnel. Ah, bien sûr. C'est parce que vous avez envie effectivement, d'aller plus loin dans votre partie du jeu, pas juste de jouer dans votre garage avec vos 3 potes. Vous avez envie d'avoir un petit local, peut-être d'avoir d'autres gens qui viennent jouer avec vous, peut-être d'aller organiser une convention, peut-être effectivement d'être en contact avec une fédération, peut-être de rentrer dans un truc plus grand. Ouais. Mais maintenant, si vous voulez vous faire de l'argent, ne faites pas. Si vous voulez faire de l'argent, ne faites pas une association. Et j'ai même envie de dire, si vous voulez faire de l'argent, ne faites pas de jeu de rôle. Mais ça, c'est un autre débat. Mais... Bon, Alors, par contre, vous pouvez faire une association le temps de vérifier si ça peut vraiment faire de l'argent avant de vous transformer en société. Mais bon, ça, c'est un autre cas particulier. Oui, après, on a dans le milieu du jeu de rôle, il y a par exemple des distributeurs associatifs qui ont commencé en disant on est une asso, on fait de la distribution, et puis qui à terme peuvent envisager de basculer professionnel après. Ah, tout à fait. Et là, c'est plus la même structure. Là, il faut payer ses impôts. Là, il faut faire du profit. sociales. Là, il faut voilà. Une association n'a pas de charge sociale. De quoi? Une association n'a pas de charge sociale. Sauf si elle a un salarié. Mais Sauf bon, si une elle a asso un de jeu de rôle qui a des salarié, salariés, bien je pense sûr. pas qu'il y en aura beaucoup Si en elle a un France un jour. salarié, effectivement, elle paiera des charges sociales. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des petits conseils divers? On peut faire un tour de table. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des conseils pour notre niveau 1 qui voudraient monter son asso? En plus de tous ceux qu'on vient de lui donner déjà. Parce que là, c'est déjà dense. Hein. Thibaut. Ouais, j'ai un super conseil. Te fais pas chier, c'est de l'associatif. D'accord, ok. Arnaud. Mange des kiwis et marche pas sur les opossums. Jean-Baptiste. Moi, j'aurais peut-être un aspect très pragmatique, mais faites gaffe Jean-Baptiste. à votre objet, l'objet social. Ça limite votre champ d'action. Donc faites-en un large. On fait la promotion des jeux de l'imaginaire. Hop, vous limitez pas. D'accord. Ouais. Et après, faites pas les cons à mettre trop de trucs dans les statuts parce que ça coûte de l'argent pour les changer. Parce que vous pouvez les changer sans faire une publication journal officiel, mais après pour la bon. Donc globalement, ça vous coûte de l'argent. Donc évitez de mettre trop de choses dans les statuts. D'accord. Puis tout simplement parce que plus t'en écris, plus tu te pièges aussi. Exactement. Tout simplement. D'accord. Ça, à mon avis, c'est un très bon conseil. Fabien, est-ce que tu as des conseils pour une asso qui se monte? Bon, évitez de refaire de la pub pour la FFJDR. Ouais, non, mais effectivement, intéressez-vous. Je pense, la première réflexe d'une asso, intéressez-vous, si vous voulez créer une asso, intéressez-vous à ce qui se passe déjà dans votre région. Ouais. Peut-être que ça se trouve, il y a déjà une asso au coin de la rue. Le sourcing. Peut-être qu'il y a déjà une asso au coin de la rue. Alors après, c'est peut-être des gens que vous ne pouvez pas voir. Je ne sais pas, ça ne me regarde pas après les conflits entre personnes. Mais voilà, intéressez-vous à ce qui existe déjà. Intéressez-vous à ce qui se passe dans votre région. Peut-être qu'il y a une asso en bas de chez vous déjà très sympa qui serait prête à vous accueillir. Peut-être pas, j'en sais rien. Voilà, réinventez pas la roue non plus, à mon avis. Je vais revenir juste sur la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous voulez faire cette association. Toute l'ingénierie juridique, etc., ça s'obtient et de toute façon, la plupart des associations ne gèrent pas, ne sont pas parfaitement légales. Donc, de toute façon, il y a Jean-Baptiste, tout a recommencé pour ça. Oui, ou la Fédé prend beaucoup moins cher d'ailleurs, c'est gratuit. Mis à part une adhésion. Attention, alors là, j'ai invoqué les règles de la concurrence parce que là. Oui, mais on est une association. Hein. Et vous êtes sur mon domaine de travail. Et le conseil, c'est que les avocats, Coco. Hein. Thomas, un conseil? Pas de conseil particulier, à part si vous êtes motivé, allez-y. Ouais. Okay. Franchement, il faut y aller. Bon, un petit point de conclusion quand même sur l'avenir des assos. Comment vous les sentez, les assos en France en ce moment? Bien? Tout domaine ou juste jeu de rôle? Jeu de rôle. On parle de jeu de rôle, hein, vraiment. Tu vois l'époque du roi Arthur en Haute-Normandie. Tu vois l'époque du roi Arthur avant le roi Arthur. Ouais. Tu vois les clans qui se tapent sur la gueule. Ouais. Bah, nous, il nous manque un roi Arthur. D'accord. Voilà, c'est ça. Je dirais pour le panel haut normand, bas normand, c'est ça. C'est Alors vous, en Normandie, tu veux dire? Voilà, en Normandie. Hein, j'insiste bien là-dessus. Ouais. C'est la tribu de Caen, la tribu de Rouen, la tribu d'Évreux, la tribu de Dana. Enfin bref, je sais pas. C'est concrètement voilà. Alors on se tape pas dessus, hein, effectivement. On se connaît bien. Enfin. On se connaît bien, il y a un élan qui est assez intéressant effectivement pour se regrouper, hein,
Donc effectivement, enfin le panel, moi pour ce que j'en ai vu, parce que je suis pas en Haute-Normandie depuis longtemps non plus, c'est plutôt positif. 3 assos que je vois, 3 bonnes surprises. Au niveau du nombre de membres, les associations de jeux de rôle sont florissantes, ça repart comme manque de gonzesses. D'accord. Parce que nous de notre côté, je sais pas ce que tu en penses Fabien en tant qu'éditeur, moi je trouve que on a quand même beaucoup de choses qui se font en ce moment. On est super nombreux à proposer des choses. C'est pas forcément l'éditeur qui va parler. Moi j'ai plus parlé de ce que je vois sur les conventions ou les événements où je me déplace effectivement soit sous la casquette Fédé, soit sous la casquette de l'édition. Ouais. Mais effectivement on voit des conventions, des gens qui n'avaient pas fait de convention depuis des années puis qui en refont une, comme l'exemple d'ici des Monts et Merveilles au Havre. Donc effectivement il y a des initiatives, donc c'est très bien, c'est positif. Attention à ce que ça parte pas dans tous les sens, on n'est pas un effet de bulle qui se trace, quoi. Attention à le construire dans un sens qui va dans le sens d'une ouverture du jeu de rôle en France pour le faire connaître à plus de monde. Jean-Baptiste, ton impression? Mon impression, c'est que... mais alors, après, je n'ai pas fait une grande enquête, on n'a pas regardé ce qui se passe dans toutes les régions, dans toutes les villes. Y a non, mais votre association en Normandie, déjà. Mais on remarque qu'il y a des mouvements quand même assez importants de volonté de regroupement en association, de solidarité rôliste, entre guillemets, comme si l'espèce rôliste était en voie de disparition et qu'ils sont en train de se mettre ensemble pour permettre... de rechercher un nouveau public, de se développer. Ouais. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des MJC qui fonctionnent extrêmement bien, qui touchent des publics jeunes. La situation est très diverse. Et ça reste... je pense qu'il y a un énorme vivier, que ça bouge. Après, il y en a qui meurent, il y en a qui revivent. Ça bouge. Tant que le vivier ne se transforme pas en panier de crabes. Non, elle est nulle. Bon. No comment. Thomas? Alors moi justement au niveau des associations, j'aimerais à dire, ces temps-ci justement ça bouge particulièrement parce que par exemple à Évreux on a été très longtemps dans notre coin. Il faut voir, limite on savait même pas qu'il y avait une asso à Rouen. C'est pour vous dire à peu près à quel point on était. C'est justement depuis très peu de temps on rencontre des gens et honnêtement ça nous plaît. Donc moi je suis vraiment très positif sur la suite. Un rôliste a du mal à dire que ça lui plaît sans qu'il y ait des blagues salaces derrière. Tiens, d'ailleurs on va passer le micro à Thibaut. Merci. Notre voix off. Non, mais juste pour venir, effectivement, on a revu il n'y a pas longtemps, là, au niveau normand, en fait, j'ai fait un listing des assos. Et j'étais vachement surpris parce qu'en fait, il y en a une quinzaine juste en Normandie. Alors que moi, je voyais Rouen. Ok, Évreux, j'ai découvert ça il y a un... Est-ce que tu peux nous parler juste pour l'anecdote des gamers, là, des trucs des gamers que tu as vu là? Les gamers 666. Eh bien, alors, en fait, c'est quoi cette histoire? En fait, en allant sur l'annuaire FFJDR pour recruter un peu ce qu'il y avait, donc j'ai trouvé plein de trucs, et notamment une asso, c'est les gamers 666 qui faisait a priori du jeu de rôle. Bon, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il nous dit pas dire du mal, on dit pas du mal. C'est justement c'est une super anecdote. C'est surprenant parce qu'on en retrouve. Enfin, il y en a plein de partout des jeux des rôlistes mine de rien quoi. Bon, après pour revenir justement sur l'instant. On leur fait de la pub en plus, Jean-Baptiste. Alors arrête de faire la grimace. Faisons-leur de la pub à fond. Ils sont où? Bolbec, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah voilà. Bon bah. Non, mais c'est quoi le nom de la commune, pardon? Bolbec. Bon, bah voilà, si nos auditeurs sont sur Bolbec et veulent aller les voir, après effectivement on rencontre c'est ça qu'il y en avait une quinzaine en Normandie, mais un peu partout dans des coins où mais eux, personnellement j'avais absolument pas pensé qu'il pouvait y en avoir. C'est ça qui était intéressant. Et juste pour revenir sur l'instant de survie des rôlistes, moi tout ce que j'ai à dire pour multiplier les rôlistes, c'est facile, faites des bébés. Bon bah on va conclure là-dessus. Faites des rien bébés. À voir, désolé. Et ils paieront nos retraites. Bon. Allez, bon, nous on va vous dire à bientôt tout le monde. Prenez les micros et dites au revoir à nos auditeurs, bande de sauvages. Ciao. Allez, au revoir. On espère que ça a été à peu près clair. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir.